Bonjour et bienvenue sur Extinction Rebellion Télévision. C'est l'épisode 4 de XRTV. Vous pouvez retrouver nos précédents épisodes qu'on a fait sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube Extinction Rebellion France. Du coup, les précédents épisodes étaient plus centrés sur notre mouvement lui-même, en fait, sur ses principes, nos revendications et nos tactiques d'action. Et là, du coup, avec cet épisode, aujourd'hui, on est sur un thème, du coup, sur les mesures de la Convention citoyenne pour le climat et les enjeux politiques qui sont derrière. Du coup, avec cet épisode, on essaye de s'élargir, d'ouvrir un peu notre champ de réflexion, peut-être parce qu'au sein d'Extinction Rebellion, on essaye vraiment de se relier à tout le mouvement climat, avec plein d'autres militants des autres luttes, pour plus de démocratie, plus d'égalité et de justice sociale. Et c'est ça qu'on trouve aussi dans la Convention citoyenne pour le climat. Du coup, voilà, il y a vraiment cette volonté de se relier à tous les mouvements et de s'ouvrir à tous les militants avec cet épisode-là. Et du coup, pour le format d'aujourd'hui, on va écouter 3 intervenantes qui sont issues d'autres collectifs et d'autres organisations. Et en fait, moi, je suis membre d'Extinction Rebellion, mais je vais juste faire une petite introduction et après, je vais les laisser parler pendant tout le live. Donc voilà, et après, on aura des questions. J'espère que du coup, faites remonter vos questions dans les commentaires. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure à la fin. Et voilà, on aura aussi des questions en direct sur place, j'espère. Donc pour commencer, en fait, on commencera d'abord avec Mathilde Dumaire. Donc tu es coprésidente de Démocratie Ouverte, le collectif. Et en fait, du coup, avec des Gilets jaunes, avec ton collectif et avec des penseurs de la démocratie participative, vous avez fait une sorte de coalition des Gilets citoyens pour négocier avec le gouvernement pour créer la Convention citoyenne pour le climat qui a commencé en octobre dernier. Donc voilà, tu vas nous parler peut-être des enjeux du dispositif et des enjeux politiques du coup derrière les mesures. Et ensuite, du coup, on laissera la parole à Anne Bringot. Tu fais partie du réseau Action Climat. Donc c'est une fédération principalement surtout d'organisations climat, les plus grandes organisations françaises, Greenpeace, 350.org et d'autres, mais pas que climat. Et du coup, vous avez déjà vos propres mesures que vous portez, que vous essayez de pousser au sein du pouvoir politique. Et du coup, vous avez un point de vue particulier du coup sur les mesures de la Convention que tu nous expliqueras. Et enfin, du coup, on laissera la parole à Marine Escardo. Du coup, tu fais partie de Notre Affaire à tous. Tu es avocate. Et du coup, pour rappel, Notre Affaire à tous, c'est une association, un collectif qui lutte pour plus de justice climatique. Ils ont notamment monté avec Greenpeace et d'autres l'affaire du siècle, qui est le fait d'attaquer en justice l'État français pour une action climatique. Et vraiment vous concentrer sur relier l'écologie et le droit pénal, la justice climatique. Donc voilà. Avant de te donner la parole, Mathilde, du coup, pour revenir peut-être, pour finir mon introduction, juste pour rappeler que peut-être à Extinction Rebellion, on suit depuis longtemps la Convention citoyenne pour le climat parce que on a notre 4e revendication, qui est la demande d'une assemblée citoyenne au niveau national qui permette d'assurer un choix des mesures pour assurer la transition écologique de manière démocratique et équitable. Et du coup, en fait, la Convention citoyenne pour le climat, on soutient le travail des 150 citoyens, on soutient les mesures qui ont été faites, même si on trouve qu'elles sont pas assez radicales, mais qu'elles vont dans le bon sens, qu'elles vont plus loin que ce que peut-être tous les gouvernements et tous les politiques en France ont jamais proposé. Mais on se pose, tout comme l'ensemble du mouvement climat, on a été lent à réagir sur la Convention, il y a une difficulté à se positionner du fait que justement ça soit un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, et on le voit depuis le discours de notre président le 21 juin à la sortie des mesures qu'il y a une instrumentalisation en fait de la Convention pour assurer son quinquennat, un tour d'envers et la récupérer. Et du coup, c'est une position assez difficile pour l'ensemble des organisations écologiques climat de se positionner avec la Convention pour savoir en fait ce que vont donner les mesures. Il y a déjà eu des jokers qui ont été mis, etc. Et on ne sait pas vraiment ce en quoi ça va aboutir. Du coup, il y a vraiment beaucoup de questionnements politiques et démocratiques en plus de l'écologie avec cette convention. Et c'est pour ça qu'on va en discuter ce soir. Donc voilà. Je te laisse commencer, Mathilde, et peut-être si tu veux rappeler plus les bases pour commencer de la convention. Voilà. Bonjour à tous. Et je vais commencer par un merci à XR, parce que je crois que un certain nombre d'entre vous font partie de ceux qui ont été les premiers à comprendre ce truc un peu nouveau qu'est la Convention citoyenne, parce que ça faisait partie de vos revendications et les premiers à soutenir. Donc déjà merci pour ça.
et je le dis en mon nom, mais je le dis aussi au nom des 150, parce que vos premières manifestations, qui étaient au début certes peut-être petites, mais qui étaient là et qui venaient de les soutenir, étaient importantes pour eux, donc merci pour ça. Pour rappeler juste en quelques minutes ce qu'est la Convention et d'où ça vient peut-être plus précisément que ce que tu as dit, Granny. Bon, la Convention, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort, qui sont ce qu'on dit représentatifs de la diversité de la société française, c'est-à-dire qu'ils sont représentatifs sur 6 critères. Un critère de sexe, un critère d'âge, un critère de niveau de diplôme, un critère de catégorie socio-professionnelle, un critère de zone géographique, un critère de typologie de territoire, zone urbaine, rurale, périurbaine. Et donc, ça veut dire que sur ces 6 critères, on a au sein des 150 les mêmes proportions que dans la société française. On a autant de femmes que dans la société française, on a autant de jeunes que dans la société française, on a autant de pas diplômés, etc., etc. Ces 150 citoyens, ils se sont réunis pendant 7 sessions, depuis le mois d'octobre jusque du coup le mois de juin dernier, pour répondre à une question qui est comment réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à l'année 90, dans un esprit de justice sociale. L'engagement qui a été pris par le président de la République en amont du déclenchement de la Convention, c'était de passer sans filtre les propositions, soit à la voie réglementaire, soit à la voie référendaire, soit à la voie parlementaire. D'où c'est né? C'est né en une phrase, c'est né du mouvement des Gilets jaunes. Cette convention, elle n'existerait pas sans le mouvement des Gilets jaunes. Et ce qu'on a fait, nous, avec les Gilets citoyens, c'est tout simplement un moment où on opposait fin du monde et fin du mois, Gilets jaunes et écolo, c'est de rassembler dans un collectif qui s'appelle en effet les Gilets citoyens, dans lequel il y a des Gilets jaunes, il y a des militants écologistes que vous connaissez, Cyril Dion, Laurence Tubiana, Marie Toussaint et beaucoup d'autres, où il y a des professionnels de la participation citoyenne, et de proposer quelque chose qui nous réunissait, c'est-à-dire de se dire, puisque le gouvernement essaie de nous opposer, montrons-leur qu'en fait non, pour nous, fin du monde et fin du mois, je reprends le slogan, c'est un peu le même combat, en montrant que quand on fait confiance aux citoyens, finalement ils sont capables de faire des propositions qui lient la question de la justice sociale et la question environnementale avec un niveau d'ambition élevé. Et le deuxième envie, c'était de montrer que c'est pas parce que les Gilets jaunes refusaient une taxe carbone vécue comme injuste par beaucoup de nos concitoyens, aussi parce qu'elle pèse 3 à 4 fois plus sur les classes les plus populaires que sur les classes riches, que les citoyens français n'étaient pas prêts à une écologie ambitieuse. Ce qui était un peu la petite musique qu'on entendait à cette époque-là de les Français sont pas prêts à l'écologie, etc., etc. Donc c'était ça l'objectif. Pour la mini-histoire de comment ça s'est fait dans le détail, si vous voulez, les moindres détails, ça a été lié justement à l'affaire du siècle. On avait donc lancé une lettre ouverte, et pour être honnête, le collectif des Gilets citoyens, on ne pensait pas que cette lettre ouverte, il y aurait une réponse qui mènerait à la Convention citoyenne pour le climat. Donc on a commencé à bosser dans notre coin, à designer vraiment le process et à le lancer nous-mêmes. Et en parallèle de ça, avec Cyril Dion et moi-même, on était impliqués dans la vidéo de soutien à l'affaire du siècle que lançaient les 4 ONG que tu as citées, dont notre affaire à tous. Ce qui a permis à Marion Cotillard et Cyril Dion de prendre la parole sur France Inter, de critiquer le fait que le gouvernement opposait écologie et sociale. Emmanuel Macron n'a pas du tout apprécié qu'on le critique sur sa politique écologique. Il a donc invité Marion Cotillard à venir en discuter parce qu'il trouvait qu'il faisait déjà beaucoup sur la question climatique et qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on ne disait pas finalement son bilan climat comme ambitieux. Marion Cotillard a accepté à une condition, c'est qu'elle puisse venir avec son copain Cyril Dion, ce qu'ils ont fait tous les deux. Et Cyril Dion, à ce passe au rendez-vous, a redonné la lettre ouverte au président de la République. Qui a fait tilt, c'est enchaîné plein de rendez-vous, je vous passe les détails là, mais où avec le collectif des Gilets citoyens, on a été à chaque fois assez ferme sur des lignes rouges et des principes méthodologiques pour pas que la Convention soit dévoyée. J'en cite quelques-uns parce que c'est important. La première, c'est que ce soit un comité de gouvernance indépendant du gouvernement. On ne voulait pas du tout que ce soit comme le grand débat organisé par 2 ministres. Donc c'est un comité d'organisation dont je fais partie au nom des Gilets citoyens. On est une quinzaine, que 2 personnes du ministère de la Transition écologique. Tout le reste, c'est des membres du collectif des Gilets citoyens ou des membres du CESE, du Conseil économique, social et environnemental. La deuxième règle, c'est qu'il y a un engagement fort de la part du président de la République sur le débouché, donc ce fameux sans filtre au référendum, à la voie réglementaire, à la voie parlementaire. On va y revenir parce qu'évidemment, il n'est pas 100% sans filtre. Néanmoins, l'engagement, il est pris, donc le coût politique, le rapport de force politique, il est posé dès le début.
La troisième ligne rouge qu'on avait, c'était le tirage au sort, que ce soit vraiment bien fait pour qu'on ait une bonne représentation des classes populaires, parce que c'est souvent ça qui pêche, ou les gens qui sont les moins légitimes à ce genre de dispositif, c'est les gens les plus pauvres, les moins diplômés, et puis c'est plus difficile pour eux de participer parce que c'est galère de négocier avec son employeur, de pouvoir se libérer 7 week-ends de 3 jours. Donc, on a dû mettre plein de dispositifs, des indemnités, des possibilités de garde d'enfants pour que ça puisse fonctionner pour tout le monde. La seule sur laquelle on a vraiment négocié avec le gouvernement, c'est sur l'ambition, où la proposition qu'on avait, nous, les citoyens, c'était une réduction de 50 à 60% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. La négociation avec le gouvernement a été, le gouvernement nous a dit, en gros, nous on a un objectif à 40% dans la loi, on n'arrive même pas à le tenir. Avant de mettre des trucs à 50-60%, mettons-nous des trucs pour qu'on tienne déjà nos objectifs. Et donc la négociation a atterri sur ce au moins 40%, où du coup l'idée était de laisser la main aux citoyens de la Convention sur l'objectif qu'ils souhaitaient se donner. Et la manière dont ils l'ont interprété d'ailleurs après, c'est pas tellement en termes de chiffres, mais plus sur l'empreinte carbone, qui est un élément qui leur parlait beaucoup plus, parce que l'empreinte carbone inclut les émissions qui sont faites en Chine de produits qu'on consomme en France. Donc un mode de calcul qui permet de mieux intégrer finalement la justice sociale. Voilà en gros peut-être le design, d'où ça vient et ce que c'est. Et s'il y a des questions, je pourrais évidemment répondre après. Sur comment ça s'est déroulé pendant ces 7 sessions. C'est pas juste cette session où les citoyens discutent autour d'un café et puis tout seul ils trouvent des idées comme ça. C'est des sessions où il y a devant eux des intervenants. Anne qui est intervenue, il y a des gens de notre affaire à tous d'ailleurs qui sont intervenus aussi, mais il y a aussi des acteurs, entreprises du CAC 40 qui interviennent. Il y a aussi l'idée, c'est d'avoir un débat contradictoire, c'est-à-dire que chacun dans la société a la parole, c'est-à-dire tous ceux qui doivent ou qui ont un rôle à jouer dans cette transition écologique pour que les citoyens aient le point de vue de l'ensemble des acteurs, les contraintes et les leviers d'action de l'ensemble des acteurs. L'acteur le plus écouté, c'est l'acteur des entreprises. Dans l'entreprise, il y a à la fois Enercop et il y a en même temps BNP Paribas. Ensuite, c'est les ONG, et ensuite, c'est les think tanks. Et après, je vous laisse regarder la liste qui est publique sur le site. Et ça, c'est important parce que ce type de processus-là, il ne vise pas à créer des nouvelles idées, il vise plus à trancher un niveau d'ambition de là où en est la société à un moment donné sur une question. Et ce qu'a prouvé la Convention, et ça je crois que c'est déjà dire ça c'est une réussite, c'est de montrer que bah ouais, les citoyens ils sont plus prêts que les élus à faire sur la transition écologique, à condition que chacun fasse sa part, y compris les entreprises, y compris l'État, et à condition que chacun soit accompagné dans cette transition et que ce ne soit pas au détriment des plus pauvres. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a été assez fort. Deuxième chose, au-delà des intervenants, c'est qu'il y a un processus d'accompagnement dans la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire que la première session, c'est une session sur le diagnostic scientifique. De quoi on parle? C'est quoi le changement climatique? Où on en est? Donc c'était tout simplement une scientifique Valérie Masson-Delmotte du GIEC qui est venue présenter ce que disent des scientifiques du monde entier sur la question climat aujourd'hui. Je sais parce que ce collègue en fait. Et donc Valérie Masson-Delmotte. Et ce qui est très important, enfin moi ce qui m'a marqué, c'est que à la fin de cette première session, à part les quelques climato-sceptiques qui aujourd'hui ne le sont plus, vraiment les 2/3 d'entre eux sont venus nous voir en nous disant ça a été une claque, une baffe, un électrochoc. Enfin, je vous passe tous les mots qui ont été utilisés, mais ça veut dire quoi? C'est que la plupart d'entre eux étaient conscients que ouais bon, il y a un petit problème avec le climat, mais c'est pour mes petits-enfants, c'est dans 100 ans, ou alors c'est pas vraiment moi que ça concerne. Là, ils ont pris conscience du niveau d'urgence, du niveau d'impact et du fait que nos modes de vie allaient devoir être transformés. Donc ça, je trouve que c'est important collectivement pour l'ensemble des militants écolos, parce que la sensibilisation sur le fait qu'il y a un problème, ça y est, enfin, je pense qu'on a vraiment réussi à gagner cette partie-là. Et par contre, le dire la vérité de XR, du niveau d'urgence, du niveau d'impact, on n'y est pas encore totalement. Et une fois qu'ils ont posé ces diagnostics-là, ils étaient prêts à beaucoup plus de choses radicales, enfin, en tout cas beaucoup plus radicales que ce à quoi ils étaient prêts en arrivant, donc premier week-end, diagnostic scientifique, deuxième week-end, c'était sur les blocages. Donc là, ils ont eu un tas d'acteurs qui leur ont raconté pourquoi est-ce que ça marche pas, pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas.
Donc un peu déprimant. Troisième week-end sur des solutions. Donc là, les grands leviers d'action, mais aussi des solutions plus micro qui marchent à l'échelle locale et qu'on pourrait répliquer, dupliquer pour faire en sorte que ça essaime sur le territoire. Et puis les 4e, 5e, 6e, 7e week-ends, c'était beaucoup plus de la délibération entre eux, à partir de tout ce qu'ils ont entendu pendant les week-ends précédents, mais aussi ce qu'ils ont entendu sur leur territoire, parce que beaucoup d'entre eux sont allés voir l'agriculteur du coin, chez eux, sont allés voir l'entrepreneur du coin, sont allés voir leur mère, sont allés se renseigner sur Internet, au-delà des sessions de travail. Donc ça a aussi vachement nourri et rendu réel et concret au niveau territorial ce dont on parlait à la convention. Voilà pour l'expéditif sur le côté plus politique. Je vais vous donner ma lecture et ce que je lis aujourd'hui du sentiment général des 150 qui, on parle de 150, mais qui sont rarement d'accord entre eux tout le long du processus. Et d'ailleurs, un truc que j'ai pas dit, c'est qu'à la 7e et dernière session, ils ont remis un rapport dans lequel il y a à la fois une introduction dans laquelle ils donnent un peu leur vision de c'est quoi le monde de demain. Je laisserai Anne en dire plus sur les propositions et le contenu, parce que j'ai pas le temps là. Une conclusion, et puis pour chacune des 5 grands thèmes autour desquels ils ont travaillé, c'était réparti en 5 grands groupes de travail: consommer, produire et travailler, se nourrir, se loger, se déplacer. Donc vraiment partir du quotidien des gens pour qu'ils le comprennent, et qu'ensuite ils aillent plus loin sur qu'est-ce que ça veut dire en termes industriels, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'élevage, etc. Dans chacune des propositions dans le rapport, vous pouvez voir le résultat des votes. C'est-à-dire qu'on parle des 150, mais en réalité, c'est pas à 150 à l'unanimité qu'ils ont voté chacune des propositions. Il y en a une qui a été rejetée, qui était les 28 heures de travail. Il y en a une qui est passée tout juste, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, qui est sur les 110 km/h, où il y a 60% de pour au sein de l'Assemblée et 40% de contre, sur autoroute. Et les autres qui sont, pour la plupart d'entre elles, passées, enfin pour toutes d'entre elles, passées à plus de 80%. Ok. Ce qu'on a fait Macron, donc il y a ces 149 propositions, elles ont été remises le 21 juin dernier. Emmanuel Macron a répondu une semaine plus tard, le 29 juin, soit le lendemain des municipales. En termes politiques, c'est pas complètement anodin déjà. Ça veut dire que il a souhaité utiliser, pour reprendre ton mot, la convention pour montrer que oui, il souhaite faire de l'écologie et qu'il a bien compris le signal des municipales qui mettait beaucoup d'écolos ou d'alliances écolo-sociales au pouvoir. Sur l'instrumentalisation, je veux juste dire un truc qui est important pour moi, c'est que dès le début, quand on a lancé ça avec les Gilets citoyens, on savait qu'il allait y avoir de l'instrumentalisation. Et on l'a même souhaité et poussé quand on a demandé est-ce qu'il y a un accord fort du président sur sans filtre, voire réglementaire, parlementaire, référendaire. C'est qu'à un moment, on savait qu'il allait y avoir un rapport de force sur ce sans filtre. À quel point ce serait sans filtre, en réalité, combien de jokers il y a. Donc l'instrumentalisation, elle a à la fois du mauvais parce que ça fait toujours peur de se faire instrumentaliser, et en même temps il faut se rappeler que les avancées, notamment en termes de démocratie, je passe sur les autres sujets, elles ont eu lieu aussi parce que le pouvoir pensait pouvoir instrumentaliser à moindre frais les citoyens. Je prends un exemple sans faire un parallèle foireux avec la Révolution française. Les États généraux de la Révolution, c'est le roi qui dit ok, on installe les États généraux via le tiers-État. Qu'à un moment, c'est le roi lui-même qui délègue une partie du pouvoir. Je suis pas en train de faire un parallèle en disant que Macron est le nouveau roi, machin, même si certains peuvent le faire, c'est pas ce que je dis moi. Ce que je dis juste, c'est que sur l'instrumentalisation, oui, il faut en avoir peur, il faut être méchant, il faut être lucide là-dessus, et en même temps, c'est ça le jeu quand on parle de rapport de force, il n'y a pas d'instrumentalisation, je vous ai juste en train de gueuler tout seul dans la rue, sans qu'il y ait de rapport de force et de discours politique, c'est que vous pesez pas grand-chose. Donc il y a évidemment une instrumentalisation à la fois sur les municipales et en même temps on voit sur la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron et la volonté de montrer qu'il y a un acte 3 qui sera écolo en reprenant officiellement 146 des 149 propositions de la Convention. Il y en a 3 qui ont officiellement été retoquées par un joker. La première c'est sur une proposition avec... Tu me dis si je suis trop longue, hein, sur les dividendes, les citoyens proposaient
4% des dividendes des entreprises qui donneraient plus de 10 millions de dividendes annuels à leurs actionnaires soient utilisés pour financer la transition écologique. Ça, c'est retoqué officiellement par Emmanuel Macron. La deuxième chose, c'est sur le 110 km/h sur autoroute, où il a préféré, par lecture politique, mettre un joker aussi en disant vous-même au sein de l'Assemblée, au sein de la Convention, vous n'êtes pas d'accord entre vous, 60-40. Au sein de la société française, c'est la seule proposition qui ne fait pas consensus. Toutes les autres propositions sont plutôt plébiscitées par les Français. Mettons-la de côté, celle-là. Et la troisième proposition, ouais, et je vais faire le lien aussi avec tes sujets du coup. Mais la modification du préambule de la Constitution qui, en gros, permet de hiérarchiser, entre guillemets, entre différents principes et libertés, et qui permettait de fortement limiter la liberté d'entreprendre pour des questions environnementales. Je le traduis comme ça, c'est un peu plus compliqué en vérité et juridiquement. Ça a été retoqué avec cette idée que ça mettait l'environnement au-dessus de tous les autres droits et d'autres libertés, et que c'était donc totalement liberticide. Ce qu'il a aussi dit de manière assez claire, c'est qu'il voyait les propositions de la Convention comme plutôt une sorte de croissance verte. Ça, c'est la lecture qu'il en a fait lui. Ce que disent les citoyens de la Convention, c'est que ce qu'ils proposent permet de créer de nombreux emplois. Pour autant, ils veulent aussi arrêter un certain nombre de choses qui vont dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, si je caricature un peu, Macron dit « je prends tout ce qui permet de créer de l'emploi, du PIB, je fais tout ce qui est croissance verte, le reste on va voir ». Ce que disent les citoyens, c'est oui, il faut aller vers la création d'emplois et de richesses avec la transition écologique, mais il faut aussi arrêter tous les trucs qui sont noirs ou bruns et qui ne vont pas dans le bon sens, comme le secteur comme l'aviation, il y a des propositions assez radicales, etc. Écocide et d'autres. L'enjeu, à mon sens, là je parle pour moi, pas au nom des 150, c'est, et depuis le début on pense ça, notamment avec Cyril Dion et Laurence Ljubljana, c'est que il faut qu'on obtienne certaines des propositions de la Convention sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre d'avoir un nouveau ou une nouvelle présidente en 2022 hypothétique qui soit écologique, même si on le souhaite tous. Et en même temps, on est lucide sur le fait que non, il n'y aura pas un sans-filtre total, qui ira peut-être même au-delà et probablement des 3 jokers officiellement posés par le président de la République, et que donc il y a un espace aussi à créer pour d'autres acteurs qui, en 2022, souhaiteraient se présenter à la présidentielle. Néanmoins, il y a un enjeu à se battre à faire en sorte qu'il y ait plus de propositions qui passent sous le gouvernement Macron, non pas pour le verdiser, mais parce que plus on attend, plus on est dans la merde sur la question climat. Voilà en gros, ça c'est vraiment ma position. Les 150 par ailleurs ont créé une association qui s'appelle Les 150, ils ont un site internet où ils s'autonomisent, ça c'est une très très bonne nouvelle, c'est-à-dire que maintenant ils se libèrent de tout lien avec le comité de gouvernance, avec le gouvernement pour avoir leur propre parole, notamment sur le suivi de leurs propositions. Et je finis par une dernière chose qui est hyper importante et qu'on a voulu dans le design du dispositif, c'est que le processus il n'est pas vraiment fini. Il y a une dernière et ultime session qu'on appelle la session 8, qui est une sorte de droit de suite, où les citoyens pourront répondre à la réponse d'Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en septembre, octobre, on va voir à quelle date exactement, peut-être même en novembre, ils se réuniront une dernière fois tous ensemble pour dire ce qu'ils ont pensé du discours d'Emmanuel Macron, évidemment le 29 juin, mais aussi ce qu'ils pensent du plan de relance qui sera sur la table à ce moment-là, est-ce qu'il est suffisamment écolo ou pas, ce qu'ils pensent du projet de loi Convention citoyenne pour le climat qui va donc rassembler l'ensemble de leurs propositions, ce qu'ils pensent de tout ce qui doit passer par la voie réglementaire qui commencera à être discuté au Conseil de défense écologique à la fin du mois de juillet, pour vraiment juger là sur des actes, qu'est-ce qu'on a fait le gouvernement, pas juste dans des mots, il y a un discours qui peut être joli, et on espère qu'il sera vrai, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont engageantes. Néanmoins, on a vu derrière des ministres remettre en cause pas mal de propositions, donc il y a une clarification sur est-ce que c'est la voie présidentielle qui compte, est-ce que c'est la voie ministérielle, et donc il y a un combat, j'ai envie de dire, collectif, où c'est pas les 150 tout seuls qui vont gagner ce rapport de force, c'est hyper important. C'est qu'il y a un moment où il faut que ça déborde, c'est-à-dire que si la société civile s'en empare pas, si les ONG comme vous, si les entrepreneurs, si les acteurs locaux s'en emparent pas, ça marchera pas. Les acteurs locaux commencent à le faire. Demain, il y a
une tribune qui sort avec une signature d'une trentaine de maires de tous bords politiques qui disent être prêts à décliner les propositions de la Convention à leur échelle et voire pour certains mettre en place des conventions citoyennes locales. Ça, c'est une excellente nouvelle, mais il faut que tous les acteurs jouent le jeu et qu'il y ait une sorte de débordement, qu'on montre qu'au-delà de ces 150 citoyens, il y a une volonté dans la société en général qui pousse et qui rend ça un peu irrésistible. Donc en gros, les 150 ont maintenant besoin de vous, ils ont fait leur part du job, ils ont montré que les citoyens étaient prêts à beaucoup plus que ce que tous les gouvernements étaient prêts jusqu'ici. Ils ont montré qu'allier environnement et justice sociale, oui, c'est possible. Maintenant, ils ont besoin de créer un rapport de force qui va au-delà d'eux et donc de l'ensemble d'entre vous et beaucoup plus large du RAC et de beaucoup d'autres secteurs. J'espère que j'ai tout dit de ce que tu attendais, Granny. Oui, puis en plus, je n'attendais pas particulièrement. Enfin, je vous laissais vous exprimer librement au nom de votre collectif et de votre point de vue personnel d'experte. Voilà, donc Anne, si tu veux enchaîner sans transition sur peut-être du coup rentrer dans le détail des mesures, quoi. Bonjour à tous, Anne Bringot, je travaille au réseau Action Climat. Le réseau Action Climat, comme Granny l'a dit, c'est un réseau d'ONG, il y a 22 ONG, donc il y a la plupart des associations de protection de l'environnement, Greenpeace, FNE, FNH, WWF, les Amis de la Terre. Et puis il y a aussi des associations de solidarité internationale, comme Oxfam, CCFD, Terre Solidaire, parce qu'il ne faut pas oublier que le climat, il y a aussi un enjeu, parce que les pays les plus impactés, eh bien, c'est pas ceux qui ont émis le plus de gaz à effet de serre. Et puis on a aussi de plus en plus des structures qui nous rejoignent et qui sont des structures de lutte contre la précarité, comme le Secours catholique. Donc on embarque aussi le plus possible l'enjeu justice sociale, parce qu'on ne pourra pas avancer sur le climat si on laisse de côté des personnes, que ce soit des personnes précaires, ou que ce soit des personnes qui vont perdre leur emploi, parce que la transition énergétique, ce sont aussi des emplois qui vont être perdus, même s'il y a plus d'emplois créés avec la transition écologique, il y a néanmoins des emplois perdus, et donc il faut les accompagner. Donc dans notre réseau, qu'est-ce qu'on fait? Nous, déjà, on a une activité de réseau, donc on fait dialoguer ces ONG pour essayer de partager l'information, de construire des positionnements communs, parfois agir ensemble, aller à des rendez-vous de plaidoyer ensemble, communiquer ensemble. Et sinon, notre activité principale en tant que réseau Action Climat, c'est ce qu'on appelle le plaidoyer, donc c'est d'essayer d'influencer les politiques publiques, que ce soit la position de la France à l'international ou au niveau européen, ou les politiques nationales, mais aussi les politiques territoriales, donc les régions ou les municipales. On a travaillé pas mal avec le pacte pour la transition citoyenne sur les municipales. Alors nous, qu'est-ce qu'on pense de cette convention citoyenne? Déjà, Mathilde l'a dit, le cadre général, la lettre de mission, c'est une réduction d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Ce au moins 40%, il est déjà insuffisant. On sait qu'il faut aller au-delà, et vous, avec Serre, vous le savez d'autant plus. On sait qu'il faut aller au moins jusqu'à 55 ou 65%. Et donc déjà, la feuille de route au départ était effectivement insuffisante. Rappelons que la neutralité carbone, et évidemment, je pense que vous le savez puisque c'est l'une de vos 4 propositions, ça veut dire qu'il n'y a plus une goutte d'essence ou de diesel dans les voitures ou dans les camions. Ça veut dire qu'il n'y a plus une molécule de gaz fossile pour se chauffer. Ça veut dire qu'il n'y a plus une goutte de fioul pour se chauffer. Donc ça veut dire des transformations totalement massives et qui impactent tout le monde. Et ça, si on n'engage pas ces transformations très rapidement, eh bien malheureusement, on va dans le mur. Et le problème, c'est qu'actuellement, en France, on est en train de prendre du retard. La France s'est fixé des budgets carbone, donc des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser, par secteur d'activité, depuis 2015, depuis la COP21. Et depuis la COP21, la France a toujours dépassé ses budgets carbone, c'est-à-dire qu'elle a toujours plus émis que ce qu'elle avait dit qu'elle émettrait, tout en n'étant pas du tout sur les trajectoires de baisse dont je parlais tout à l'heure. Ce qu'elle a fait du coup il y a quelques mois, puisqu'elle n'y arrivait pas, c'est qu'elle a rehaussé les objectifs. Elle ne rehaussait pas l'ambition, mais l'objectif, c'est qu'elle s'autorise à émettre plus de gaz à effet de serre que prévu jusqu'à 2023, en disant mais après
la courbe elle va se rabaisser et on arrivera à la neutralité carbone en 2050. Ça, c'est extrêmement dangereux parce que plus on reporte à plus tard et plus ça sera difficile parce que la courbe, elle est de plus en plus raide. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Puisque les années précédentes, le gouvernement actuel nous disait c'est pas nous, c'est nos prédécesseurs, ils ont rien fait, etc. En 2019, je pense qu'ils peuvent pas le dire. Il y a eu une baisse uniquement de 0,9% des émissions de gaz à effet de serre. 0,9%, c'est une catastrophe. C'est vraiment ridiculement bas. Il aurait fallu baisser au moins de 2,5%, voire atteindre rapidement 3,3% d'après le Haut Conseil pour le climat. Donc on est encore sur des trajectoires où on ne transforme pas, et c'est le cas particulièrement sur les transports. Les transports en France, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est un secteur où il n'y a quasiment pas de baisse des émissions de gaz à effet de serre depuis des années, puisqu'on a des véhicules qui consomment toujours autant, avec plus de ventes de SUV, qui consomment plus de carburant, des camions qui continuent à rouler et des kilomètres qui sont parcourus de plus en plus. Donc on est dans une situation, malheureusement, où on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Néanmoins, si on faisait tout ce que la Convention citoyenne propose, on aurait déjà fait un grand pas dans le bon sens. Et c'est pour ça que nous, on soutient néanmoins les propositions de la Convention citoyenne, parce que ça alerte déjà sur les actions à mener, et que c'est déjà quelque chose qui, en tout cas, engage une réflexion sur des changements qui sont structurels. Et pour illustrer un petit peu ces mesures, nous, on a choisi de mettre en avant quelques mesures en particulier. Alors, juste aussi une petite parenthèse, Mathilde l'a dit, la question de l'empreinte carbone, parce que c'est 40% de baisse des émissions de gaz à effet de serre, au moins 40%, c'est sur les émissions qu'on appelle territoriales, c'est-à-dire qui sont émises chez nous. Or, on a à peu près 50% des émissions de notre consommation qui sont liées à des produits importés. On a délocalisé nos émissions et donc forcément, c'est plus facile de baisser chez nous. Donc l'idée, c'est bien évidemment de baisser globalement notre empreinte. Et ça, même si ce n'était pas dans la feuille de mission, dans la feuille de route de la Convention citoyenne, ils ont quand même essayé d'intégrer cet enjeu avec, on verra tout à l'heure sur les questions de production agricole ou sur les questions de commerce international. Donc effectivement, ce qui est important, c'est de réduire globalement cette empreinte carbone. Mais si on prend globalement l'empreinte carbone, on va retrouver les mêmes secteurs. D'abord le transport, ensuite le logement, ensuite l'alimentation. Donc on est vraiment sur les mêmes secteurs. Donc sur les mesures qui ont été proposées, oui, alors juste aussi, je vais faire une petite digression pour rappeler aussi le processus. Juste un petit point peut-être négatif. Alors, moi, à titre très personnel, là, je suis complètement fan de tous ces processus avec des assemblées de citoyens, parce que à chaque fois que ça existait, même si ça n'a pas existé avec la même ampleur, ça a toujours donné des résultats extraordinaires. Ça a été le cas sur le débat national sur la transition énergétique en 2012, où il y avait des citoyens tirés au sort. Ça a été le cas dans un débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, où il y avait 400 citoyens tirés au sort. À chaque fois, ils donnent des orientations qui vont bien au-delà de ce que les politiques sont prêts à accepter. Donc c'est toujours très intéressant. Mon seul regret, c'est que ça s'est passé en partie à huis clos. C'est-à-dire que les auditions des experts ou des acteurs de terrain ont été ouvertes. Donc effectivement, tout le monde pouvait suivre ce qui se passait et s'approprier cette information. Par contre, tous les échanges entre les citoyens eux-mêmes, qui n'étaient pas d'accord entre eux, sur le 110 km/h, eux-mêmes, d'ailleurs, quand ils ont voté à 60%, c'est bien qu'ils n'étaient pas d'accord. Et tous ces échanges entre eux qui devaient être virulents, parfois, malheureusement, on n'a pas pu l'entendre. Et donc, toutes ces discussions, finalement, on ne les a pas vues. Et ce qu'on a vu sortir, c'est un énorme rapport de 600 pages, ou en tout cas 150 propositions qui sont sorties en un week-end. Et donc, finalement, une difficulté pour les gens de s'approprier ce qu'il y a dedans. Et finalement, des journalistes pour certains journalistes en tout cas, qui pour faire simple se sont focalisés sur la mesure la plus simple, la plus clivante, les 110 km/h sur l'autoroute, ce qui est une partie des mesures, mais pas du tout l'ensemble. Et justement, ce qu'apporte aussi la Convention citoyenne, c'est l'idée que c'est bien par un ensemble de mesures à tout niveau qu'on va réussir à baisser nos émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Il n'y a pas une mesure miracle, il n'y a pas un secteur miracle, il faut absolument tout faire. Donc c'est dommage que ça n'ait pas été ouvert. Moi, je pense que peut-être ça aurait intéressé les gens, qu'on aurait pu en parler à la machine à café avec ses collègues,
au repas familial, peut-être se crêper le chignon sur les mesures, mais au moins ça aurait démarré avant le week-end final. Et peut-être que ces discussions auraient fait progresser aussi globalement la société en dehors des murs du Palais d'Iéna où se déroulait cette convention citoyenne. Alors du coup, nous, parmi ces 150 mesures, on a choisi d'en mettre en avant 14, parce que c'est difficile de mettre en avant 150 mesures. Ça ne veut pas dire qu'on ne soutient pas les autres, mais ça veut dire qu'on va essayer, nous, dans le débat public, de faire émerger ces 14-là. Déjà, 14, c'est beaucoup. Par contre, comme on est 22 ONG, c'est compliqué d'arriver toujours à des nombres plus réduits. Voilà, pour que ces mesures-là, en tout cas, elles soient mieux connues de tous, et idéalement qu'on les porte tous ensemble pour qu'elles aient finalement un aboutissement politique. Alors je vais les prendre par groupe de travail, puisque comme Mathilde l'a dit, il y avait les citoyens travaillaient par groupe. Donc il y avait un groupe se déplacer. Bon, les transports, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Donc se déplacer, ce qui est important, c'est d'avoir des véhicules qui consomment plus d'énergie fossile. Et donc ce qu'ont proposé, entre autres, les citoyens de la Convention citoyenne, c'est d'avoir non seulement un bonus renforcé pour les véhicules les moins polluants, mais aussi un malus beaucoup plus fort pour les véhicules les plus polluants, en intégrant notamment la question du poids. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'actuellement, le gouvernement va sur du bonus, parce que disait Mathilde, dès que c'est positif, ça va. Dès qu'on est sur quelque chose qui va être considéré comme un peu plus punitif, alors on n'y va pas. Or, c'est important qu'il y ait vraiment un signal pour arrêter les ventes de SUV. Ce que proposent d'ailleurs les citoyens de la Convention citoyenne, c'est d'arrêter dès 2025 les ventes de véhicules les plus polluants. Il faut aussi, pour réduire cette pollution de ces véhicules, développer et rendre obligatoire les zones à faible émission dans certaines villes. C'est déjà le cas dans certaines, mais il faut le développer partout. Parce qu'on l'a vu encore récemment, la France s'est fait épingler parce qu'il y a des pics de pollution dans plusieurs villes. Et donc c'est important d'avoir des zones apaisées et à faible émission dans le plus de villes possible. Alors une fois qu'on a des véhicules moins polluants, on n'a pas tout fait parce qu'on ne peut pas remplacer tous les véhicules thermiques actuels par des véhicules électriques ou bio-GNV. Ça ne marchera pas parce qu'environnementalement, ça ne sera pas pérenne parce qu'on a des batteries, parce que dans tous les cas, c'est de la consommation d'énergie, c'est de la consommation de matière, c'est juste pas possible. Et donc, ce que propose également la Convention citoyenne, eh bien, c'est des moyens financiers pour financer le train. Et donc, il demande un plan d'investissement massif pour financer le train, que ce soit le fret qui a complètement été abandonné, que ce soit le train de nuit qui est sacrifié, que ce soit les petites lignes, etc. Donc là, il y a vraiment des choses à faire qui sont massives et qui malheureusement ne sont pas... On verra si ça avancera dans le plan de relance. Et en parallèle, de supprimer les lignes de vol intérieur sur les avions. Donc la Convention citoyenne propose de supprimer les vols intérieurs continus alternatifs en train de moins de 4 heures. Et nous, c'est là aussi où on voit un petit peu les nuances entre les ONG traditionnelles, on va dire, et la Convention citoyenne. Nous, on va au-delà des 4 heures, mais voilà, déjà, le gouvernement est à 2h30, donc on voit que c'est pas du tout suffisant. Et évidemment, arrêter les extensions d'aéroports, puisque une extension d'aéroport, un nouvel aéroport, c'est un appel d'air pour du trafic. Or, sur l'aviation, il n'y a pas de solution, en fait. Autant sur les voitures, on peut trouver des solutions, c'est pas l'unique solution, mais il y a des solutions. Autant pour le chauffage, on peut trouver des solutions, il faut quand même isoler les logements. Autant pour l'aviation, il n'y a pas de solution technologique, au moins jusqu'à 2035. On nous promet un avion d'hydrogène à 2035, ça c'est franchement à Paris. Mais la seule solution fiable à court terme, parce que je rappelle qu'il y a urgence, eh bien, c'est de réduire le trafic aérien. Dans les autres secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, en France, vous avez le bâtiment, quasiment égalité, le bâtiment, l'industrie et l'agriculture. Sur le bâtiment, ce que propose la Convention citoyenne, c'est une obligation de rénovation globale des logements. Ça, c'est la mesure où, j'en discutais aussi avec Mathilde souvent pendant la Convention ou avec d'autres, je pensais que ça passerait pas parmi les citoyens parce qu'une obligation de rénovation, chaque fois que je le présentais dans des interventions publiques, ça fait réagir. C'est pas facile de se dire qu'il y a quelqu'un qui va venir vous dire qu'il faut isoler votre logement. Et pourtant, depuis des années, voire presque des décennies, on sait qu'il faut rénover 500 000 logements par an. Alors comment on ne le fait pas? Maintenant on dit 700 000, bientôt on va arriver à 1 million. À un moment donné, on va arriver à un nombre où on ne peut pas cloner les gens pour isoler, donc ça ne passera plus.
Et donc les mesures incitatives qui sont mises en place, pour ça, ça ne fonctionne pas. Parce que ce sont des travaux qui sont lourds, c'est aussi coûteux. Donc il faut à un moment donné arriver sur un processus où on dit voilà, c'est obligatoire, à telle date ce sera obligatoire. Évidemment, avec des mesures d'accompagnement, donc avec des financements adéquats, avec un accompagnement indépendant qui va vous dire voilà quels sont les travaux à réaliser, qui va vérifier que les travaux qui sont réalisés sont bien effectivement correspondent aux attentes. Et il faut que cette rénovation elle soit globale, c'est-à-dire que le logement à la fin il soit très bien isolé. Ça sert à rien de faire la moitié de l'isolation pour se dire 10 ans plus tard je vais remettre un coup d'isolant. On le fera pas parce que c'est l'échafaudage qui coûte le plus cher. Donc voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important, sur lequel le groupe Se Loger a très bien travaillé. Il y a des propositions très intéressantes. L'autre volet sur Se Loger, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols. C'est un enjeu extrêmement important également. Et là, il y a des mesures. Alors nous, ce qu'on met en avant, c'est le moratoire sur les nouvelles zones commerciales, que nous, on entend aussi comme moratoire sur les nouveaux entrepôts de e-commerce. Sachant que le e-commerce, et notamment Amazon, eh bien, on sait très bien que ça pose des problèmes parce qu'il y a ces constructions d'entrepôts, parce qu'il n'y a plus de transport, parce qu'au niveau de l'emploi, ça détruit des petits commerces de proximité et que les emplois Amazon ne sont pas toujours les plus valorisés. Là-dessus, voilà, on sait que ça va être compliqué de gagner la bataille, mais on compte sur tout le monde pour se battre. Sur la partie agriculture, donc, qui a été vue sous l'angle se nourrir, puisque pour la Convention, les groupes étaient plutôt présentés sous l'angle citoyen, ce qui est plutôt une bonne chose, je pense. Il faut savoir que dans l'agriculture, il y a deux origines des gaz à effet de serre. Et là, c'est pas du tout le CO2, en fait. C'est le méthane des ruminants. Donc, vous avez les bovins, en fait, les moutons, les vaches, voilà, quand ils digèrent, ils rotent et ils émettent du méthane. Donc concrètement, la seule solution, c'est de réduire la consommation de viande pour réduire les émissions de méthane. Il n'y a pas tellement d'autres solutions pour les ovins et les bovins. Et l'autre source d'émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est le protoxyde d'azote, dont on entend beaucoup parler parce que c'est ce fameux gaz hilarant, mais qui est produit par l'épandage des engrais azotés. D'où l'importance aussi de réduire l'usage des engrais azotés et d'utiliser d'autres types d'engrais, voire d'utiliser d'autres pratiques agricoles en produisant des légumineuses, etc., qui préservent les sols. Là-dessus, il y a eu beaucoup de propositions qui sont très intéressantes. Et nous, c'est vrai qu'on met en avant du coup la réduction des engrais azotés, qui est un enjeu extrêmement important et qui est quasiment absent des échanges, y compris que je peux avoir avec des gens au niveau politique qui s'intéressent à ces sujets. Également, le développement des protéagineux en France. En fait, pourquoi les protéagineux? Parce qu'actuellement, on importe beaucoup de soja pour alimenter le bétail. Or, ce soja, il a un impact sur la déforestation, sans compter qu'il est souvent OGM. Et donc, l'idée, c'est de produire des protéagineux en France, à la fois pour l'alimentation du bétail, mais aussi, évidemment, pour l'alimentation humaine, puisqu'on va réduire notre consommation de protéines animales. Et puis également, avoir une politique agricole commune qui se décline en France par ce qu'on appelle un plan stratégique national, qui soit compatible avec nos objectifs climatiques. Et également, puisqu'on parle d'alimentation, la réduction de la consommation de viande. Et il y a une mesure qui a fait beaucoup de débat au sein de la Convention, qui est le passage à 2 repas végétariens dans les cantines et la mise à disposition d'un repas végétarien en plus, disponible quand on est sur des selfs avec plusieurs menus possibles. Sur l'industrie, il n'y avait pas un groupe industrie, par contre il y avait un groupe produire-travailler. Là, l'enjeu, comme je vous le disais, c'est qu'il va y avoir des transformations massives. On connaît la question de l'industrie automobile qui va complètement devoir se transformer. Il y a d'autres industries qui vont devoir mettre la clé sous la porte. Il y a si on parle d'énergie fossile ou de raffinage, clairement, on va plutôt vers une réduction. Le secteur de l'aéronautique aussi, il y aura forcément des réductions. Et puis, il y a d'autres secteurs qui vont devoir complètement transformer les process. Et là, ce qui est important, c'est à la fois l'éco-conditionnalité des aides. Donc si l'État donne des aides aux entreprises, et là ça a été particulièrement d'actualité, je pense que les citoyens avaient vu juste, eh bien il faut que les entreprises s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et se mettre sur une trajectoire pour aller vers la neutralité carbone. Pas encore le cas. Il y a aussi le fait d'avoir des mesures d'anticiper les reconversions professionnelles et d'accompagner
les salariés pour trouver un nouvel emploi, d'accompagner aussi les collectivités pour trouver de nouvelles activités. Et les dividendes, donc effectivement les entreprises qui ont plus de 10 millions de dividendes par an, qui investent 4% pour la transition énergétique. Et on arrive ensuite à consommer, où là la mesure que nous on met en avant, c'est une mesure sur la publicité. Parce que la publicité, c'est vraiment l'élément qui est le plus parlant, je pense, pour faire comprendre aussi que cette publicité, elle nous incite à consommer toujours plus, à consommer des choses qui sont souvent inutiles, voire néfastes, et qu'il faut vraiment agir contre la publicité. La Convention citoyenne propose d'interdire les publicités pour les véhicules les plus polluants. C'est quelque chose que l'on porte également, et on a fait un rapport il n'y a pas longtemps, le réseau Action Climat avec Greenpeace et RAP, Résistance à l'agression publicitaire. On propose l'interdiction des publicités pour tous les véhicules qui fonctionnent aux énergies fossiles, pour les entreprises d'énergie fossile et pour l'aviation. Donc il faut vraiment questionner et interdire ces publicités, c'est ce qu'on appelle une loi Evin climat. Donc voilà, en gros j'ai brossé à peu près toutes les mesures. Il me manque le commerce international. Et donc la Convention citoyenne propose de notifier à l'Union européenne que la France ne ratifiera pas le CETA, cet accord de commerce avec le Canada. Et pour l'instant, effectivement, ça fait partie des choses qui ne sont pas considérées comme un joker, mais pour lesquelles, pour autant, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il ne le ferait pas. Donc, on n'a pas exactement le même comptage de joker. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et là, je vais aussi parler à titre personnel, je vais faire comme ça. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de faire connaître quand même ces propositions de la Convention citoyenne. Elles ont été un peu caricaturées à leur sortie, en partie parce que c'était tout un paquet qui arrivait en même temps, en partie parce qu'il y a des adversaires, il ne faut pas se voiler la face. Et donc, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur ces propositions. Alors je propose celles que nous on met en avant, parce que si on met en avant les mêmes, on a peut-être plus de chances qu'elles soient plus connues, qu'on les mette en débat, et que ces débats permettent aux gens de se dire oui, pourquoi on fait ça, et c'est quoi les enjeux du climat, et quel est l'impact de faire ça, etc. Moi je pense que ça serait déjà faire un pas énorme pour obtenir des mesures, que ça soit à court terme ou à plus moyen terme, d'avoir ensuite finalement le soutien à ces mesures. On a fait faire un sondage sur la compréhension par les Français du climat. La plupart des gens n'ont pas la compréhension en fait d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre. Pour eux, c'est l'industrie, c'est les usines, les voitures, pas trop, parce que c'est un peu leur voiture, alors que c'est le transport, le secteur le plus émetteur, donc il y a quand même des enjeux. Et l'agriculture, pour un certain nombre de personnes, ça n'émet pas du tout de gaz à effet de serre. C'est pas du tout dans le radar. Et tant qu'on ne comprend pas d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre, on ne peut pas accepter qu'il y ait des mesures, par exemple sur la réduction de la consommation de viande, si on ne comprend pas que c'est un impact sur le climat. Donc c'est vrai qu'il faut profiter aussi de ces mesures pour mettre en débat les raisons pour lesquelles il faut les mettre en place. Il faut également que tous les acteurs s'emparent de ça. Mathilde l'a dit, évidemment, je rejoins tout ça. Clairement, ce que propose la Convention citoyenne, c'est des mesures qui vont toucher tout le monde. Donc, à la fois les collectivités vont devoir faire des choses, à la fois les citoyens vont devoir faire des choses, les entreprises et l'État. Et si tous ces acteurs ne font pas, dans tous les cas, on n'ira pas assez loin, sachant que, comme je le disais, on n'est déjà pas à moins 55 ou moins 65%. Donc, clairement, chacun doit faire sa part, et on ne peut pas dire que c'est pas moi, c'est l'autre. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment tout le monde. Et donc voilà, la proposition que nous on fait, c'est qu'on porte ensemble quelques mesures avec des modes d'action qui sont évidemment complémentaires. Nous on est plutôt sur des modes d'action de type plaidoyer, c'est-à-dire qu'on va aller rencontrer les ministères, etc. Pour pousser ces mesures, développer des rapports, des expertises, s'allier avec des acteurs, think tank ou autres. Et effectivement, s'il y a des actions d'autres types, ça peut aider. Des actions de dénonciation, des actions de proximité, des actions un peu plus directes, pour montrer qu'il y a un vrai enjeu et que chacun en entende parler, et qu'en plus chacun puisse s'impliquer en fonction de la manière dont il a envie d'agir pour faire changer les choses. Et donc voilà, c'est un appel à agir ensemble pour essayer de pousser sur ces quelques mesures structurantes, ou en tout cas débattre de ces mesures. Merci. Merci beaucoup du coup pour cette présentation et d'avoir présenté un panel très large de toutes les mesures qui nous permet un peu de voir du coup tous les impacts dans des secteurs différents, et on
voit le lien entre les mesures directes et la réduction de gaz à effet de serre, donc ça c'est assez évident. Et du coup pour Marine, je pense que ça nous fait une bonne transition sur peut-être l'aspect justice climatique et sur des mesures qui seront peut-être moins évidentes, où le lien réduction de gaz à effet de serre est moins évident pour les gens et où il y a un aspect peut-être plus symbolique et politique. Et ça j'attends plus d'informations pour qu'on comprenne mieux en fait le lien direct et comment ça va impacter la France, voilà, et notre système politique. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Marine Izquierdo de Notre Affaire à tous. Je vais de mon côté vous parler de 2 mesures, donc peut-être que le lien est moins évident effectivement avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais qui sont néanmoins très emblématiques et qui par ailleurs sont des projets sur lesquels travaille Notre Affaire à tous depuis de nombreuses années aux côtés d'autres associations. Donc la première mesure, c'est l'écocide. Grâce à la Convention citoyenne pour le climat, c'est quelque chose, c'est une mesure qui maintenant a été mise en lumière, mais c'est pas la première fois qu'on en parle au niveau international ou bien national. Donc je vais peut-être commencer rapidement par un historique sur l'écocide. Alors écocide, ça vient du grec oikos qui veut dire la maison et du latin cadere qui veut dire tuer. Donc ça veut littéralement dire tuer notre maison commune, la terre. C'est un terme qui est apparu pour la première fois en 1970 par le biologiste Galston, qui avait utilisé ce terme pour qualifier les ravages qu'avait fait l'agent orange au Vietnam et qui avait été utilisé par l'armée américaine. Et ce terme d'écocide avait été ensuite repris en 1972 lors de la conférence de Stockholm par le Premier ministre suédois pour également dénoncer les ravages de l'agent orange. Donc depuis ça, on a divers mouvements, différentes propositions qui ont été formulées pour qualifier l'écocide dans la rédaction du statut de Rome, qui est fondateur de la Cour pénale internationale. Et donc là, je ne vais pas tous vous les rappeler, mais il y a notamment le mouvement End Ecocide on Earth, qui, à partir des années 2013, a proposé de modifier le statut de Rome, donc en reconnaissant le crime d'écocide comme 5e crime international contre la paix et la sécurité humaine. Donc ça ferait un 5e crime aux côtés du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et du crime d'agression. Donc ça, c'est pour le niveau international. Et puis en France, Valérie Cabanès, qui fait partie de ce mouvement End Ecocide on Earth et qui est par ailleurs présidente d'honneur de Notre Affaire à tous, milite également depuis de nombreuses années pour faire reconnaître le crime d'écocide dans notre droit pénal. Et elle a donc travaillé à la rédaction d'une proposition de loi aux côtés de Notre Affaire à tous et de Wild Legal, puisqu'on est 2 associations à porter cette mesure avec Valérie Cabanès. Et pendant qu'on travaille à la rédaction de cette proposition de loi, on a 2 propositions, une par un sénateur et une autre par un député, qui ont été déposées en 2019, mais qui ont toutes les 2 été rejetées. Et c'est d'ailleurs assez dommage que ce député et ce sénateur aient déposé ces propositions de loi sur l'écocide sans même avoir consulté les experts qui travaillaient déjà depuis de nombreuses années sur le sujet, dont Valérie Cabanès. Mais donc après, grâce à la Convention citoyenne pour le climat, on s'est dit, tiens, on va faire une proposition quand il y a eu un appel à contribution, et donc on a déposé notre proposition de loi en proposant 3 choses. Donc reconnaître le crime d'écocide, en le liant au dépassement des limites planétaires, proposer la création d'une autre autorité aux limites planétaires et également reconnaître le délit d'écocide caractérisé. Donc la Convention citoyenne pour le climat a suivi cette recommandation, et la proposition de reconnaître le crime d'écocide donc fait partie des propositions formulées par la Convention citoyenne, qui propose de reconnaître le crime d'écocide comme toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées. Donc ça, c'est une première partie du dispositif qui a été présenté par la Convention citoyenne pour le climat, reconnaître le crime d'écocide. Deuxième pendant du dispositif, reconnaître le délit d'imprudence d'écocide. Troisièmement, obliger les multinationales à prendre en compte dans leur plan de vigilance les limites planétaires. Et quatrièmement, créer une haute autorité aux limites planétaires pour mettre en œuvre cette législation. Maintenant, petite explication sur les limites planétaires qui est liée à cette reconnaissance du crime d'écocide. C'est un concept scientifique qui a été développé en 2009 par une équipe internationale de 26 chercheurs avec Jon Rockström et Will Stephen, et qui fait référence à 9 grands ensembles, 9 grands systèmes interdépendants les uns des autres et qui régulent la stabilité de la vie sur Terre. Et donc, parmi ces 9 grands ensembles, on retrouve
le climat, la biodiversité, l'utilisation des sols, l'utilisation de l'eau douce, les apports en phosphate, en azote, etc. Et donc, pour chacun de ces 9 grands ensembles, on a des seuils qui ont été quantifiés par ces scientifiques au niveau international qu'il ne faut pas dépasser, sinon ça compromet l'équilibre de la vie sur Terre. Donc ça, c'est pour les limites planétaires. Quant au but de l'écocide en lui-même, eh bien, l'idée, c'est d'ouvrir la voie à une justice préventive. C'est-à-dire que le droit de l'environnement, en France actuellement, il est insuffisant, il n'est pas assez protecteur et il est en nette régression. Pour ne citer que 2 exemples récents, on a le décret du 8 avril 2020 là, qui généralise le droit des préfets à déroger aux normes réglementaires, notamment en matière environnementale. Donc ça, c'est vraiment une nette régression et ce décret a d'ailleurs été attaqué par notre Affaire à tous et d'autres associations récemment. Juste avant ça, on avait un projet de loi ASAP sur l'accélération et la simplification de l'action publique qui a été vraiment qualifié là par tous les professionnels du droit de l'environnement de destruction du droit de l'environnement. Donc voilà, actuellement, le droit de l'environnement en France est insuffisant et ne permet pas de réparer les atteintes, de prévenir et de réparer les atteintes les plus graves commises contre l'environnement. Alors, on a certes le préjudice écologique qui existe dans le Code civil et qui a été reconnu, qui a été codifié à la suite de l'affaire Erika, mais là encore, on se place après le dommage, c'est pour réparer et on ne peut pas prévenir. Donc voilà, l'écocide, c'est donc encore une fois de prévenir et d'encadrer les activités des multinationales. C'est pas comme certaines critiques ont pu laisser penser de blâmer chaque personne en disant bon bah voilà, tout le monde va être incriminé pour l'écocide si jamais on utilise des sacs plastiques ou qu'on prend sa voiture tous les jours. Non, l'idée c'est vraiment de responsabiliser les multinationales, d'encadrer leur activité et ça c'est d'autant plus important quand on sait que 70% des émissions de gaz à effet de serre certes indirectes, mais sont le fait de 100 entreprises dans le monde. Et principalement les producteurs d'énergie fossile, qui d'ailleurs avec le lobbying font à chaque fois tout pour essayer de minimiser les effets du changement climatique et mettre en échec toute politique efficace de lutte contre le changement climatique. Donc l'écocide, ça s'adresse donc principalement aux multinationales pour des dommages de très grande ampleur. Alors évidemment, comme je disais, cette mesure a été mise en lumière dans le débat public. Maintenant, qui dit débat public dit avalanche de critiques. Et parmi les critiques, il y a eu celle que j'ai mentionnée sur le fait qu'on allait vouloir incriminer tout le monde, même les particuliers, et c'est évidemment pas l'objectif. La deuxième, qui est peut-être un peu plus à juste titre, concerne l'élément intentionnel, qui n'est pas assez précis dans la définition actuelle proposée de l'écocide. Et c'est vrai qu'en droit pénal, on a un principe fondateur qui dit qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de les commettre et qu'il faut donc une intention. Et là, c'est peut-être pas évident à la lecture actuelle de cette proposition. Deuxième critique, c'est que cette reconnaissance de la gravité du dommage est conditionnée aux limites planétaires, au dépassement des limites planétaires, qui pour le moment ne sont pas déclinables au niveau français par région. Comme je vous l'expliquais un peu avant, c'est un concept qui a été développé au niveau international. Il y a des seuils qui ont été émis pour chacune des 9 limites planétaires. Mais ça, c'est au niveau international. Et pour le moment, le décliner par région, c'est pas encore possible. Enfin, on n'a pas encore la réponse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on propose la création d'une haute autorité aux limites planétaires, qui serait une autorité administrative indépendante composée de scientifiques et qui aurait la charge de déterminer des seuils par région en France. Donc ça c'était une chose. Par ailleurs, sur la précision, la critique de l'imprécision des limites planétaires, je rappellerai que le président Emmanuel Macron, dans son discours sur la COP23 à Bonn en 2017, avait lui-même, quand il s'était adressé à la communauté internationale, évoqué le franchissement du seuil de l'irréversible. Ensuite, on a le rapport du ministère de la Transition écologique et solidaire qui a été publié en octobre 2019 et qui parle là également des limites planétaires et qui admet lui-même qu'on a déjà dépassé 6 des 9 limites planétaires en France. Donc le ministère, le gouvernement a fait l'effort de décliner ces limites planétaires au niveau français, c'est déjà reconnu. Et ensuite, récemment, avec la loi sur l'économie circulaire, cette loi a modifié le code de l'environnement et les limites planétaires. Maintenant, ce terme figure à l'article L110-1 du code de l'environnement.
Par ailleurs, à l'échelle européenne également, ça a été utilisé par des agences et même par la Commission européenne. Donc c'est déjà un terme qui est utilisé et on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas le codifier et pourquoi on ne pourrait pas l'intégrer dans notre code de l'environnement comme norme juridique contraignante. Quoi qu'il en soit, c'en est pas tout, on a bien tenu compte de ces critiques et là maintenant, depuis que cette proposition a été formulée, on compte, notre affaire à tous, s'entourer de professionnels du droit, d'autres professionnels du droit, notamment des pénalistes, pour retravailler le texte et pouvoir ensuite proposer ça, évidemment en travaillant avec les citoyens de la Convention citoyenne pour pouvoir retravailler le texte et proposer une formulation plus solide, qui ait toutes les chances de passer si jamais elle devait passer à référendum ou au vote parlementaire. Donc voilà, ça c'était pour la première mesure sur l'écocide. La deuxième dont je voudrais vous parler, c'est la modification de la Constitution. Alors là encore, je vais vous faire un rappel petit historique, puisque c'est la suite d'un projet qu'on a lancé en 2018 avec d'autres associations. Et tout avait commencé en juillet 2017, lorsque le gouvernement avait annoncé son projet de réforme constitutionnelle visant à inscrire l'impératif de lutte climatique à l'article 34 de la Constitution qui définit le domaine de la loi. Alors très vite, quand le gouvernement a annoncé ce projet de réforme, tout le monde s'est demandé, est-ce que cette révision est nécessaire? Est-ce qu'il faut modifier plutôt la Constitution, plutôt la Charte de l'environnement? Quoi qu'il en soit, tout le monde a été unanime pour critiquer cette modification de l'article 34 qui se contente juste de définir le domaine de la loi. Et ça a été qualifié de greenwashing constitutionnel par plusieurs associations. Donc avec notre affaire à tous, on s'est rapproché de la FNH et on a commencé à rédiger un texte de modification, mais de l'article 1er de la Constitution, qui énonce les principes fondateurs de notre République, et non pas de l'article 34. Et ensuite, en avril 2018, on a lancé l'appel pour une constitution écologique, aux côtés de Climate, Warn et le REFED, visant à modifier l'article 1er donc, de la Constitution pour inscrire l'obligation d'agir pour la préservation de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques, dans le cas des limites planétaires, avec le principe de non-régression. Il y a eu plusieurs ensuite débats, ça a été adopté par les députés en 2018. Après, les débats sur la réforme constitutionnelle ont sans cesse été repoussés du fait d'abord de l'affaire Benalla, puis ensuite du grand débat. Donc le calendrier politique a été chamboulé. Et finalement, quand on a cru que les débats allaient reprendre en juin l'année dernière, on a une annonce comme quoi le gouvernement reportait la réforme sine die à une date ultérieure, puisqu'il n'avait pas réussi à se mettre d'accord avec le Sénat sur la réduction du nombre de parlementaires. Parce que cette réforme constitutionnelle, elle ne concernait pas seulement la modification de l'article 1er, mais également d'autres aspects comme la réduction du nombre de parlementaires. Donc là, ça a gelé tous les débats, mais on a profité encore une fois de cette Convention citoyenne pour le climat pour déposer une contribution pour proposer de modifier la Constitution. On n'a pas été les seuls à proposer une modification de la Constitution, mais disons que notre proposition était vraiment très complète parce que, en plus d'instituer une obligation d'agir sur le climat et la biodiversité, on instaurait les limites planétaires et le principe de non-régression. Au final, la Convention citoyenne a retenu en partie cette proposition et elle a aussi proposé de modifier le préambule. Et là, Mathilde, comme tu disais, ça fait partie des 3 jokers du président que le président a refusé de garder. Cette modification du préambule disait que la conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent du préambule ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité. Et ça a été rejeté parce que le président considérait que ça plaçait la préservation de l'environnement au-dessus de tous les droits et libertés énoncés dans le préambule. Nous, on trouve ça dommage parce qu'en fait, cette formulation, elle rejoint un arrêt du Conseil constitutionnel qui a été rendu le 31 janvier dernier, dans lequel le Conseil constitutionnel a dit que la protection de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité, des êtres humains, constitue un objectif à valeur constitutionnelle qui peut justifier une atteinte à la liberté d'entreprendre. Et ça, c'est vraiment un arrêt très fort, qui est vraiment une avancée majeure pour le droit de l'environnement. Et donc, on trouvait que cette proposition de modification du préambule allait dans ce sens. Et nous, on va même plus loin en affirmant que la préservation de l'environnement devrait primer sur les intérêts économiques. Mais on ne va pas affirmer, comme l'ont dit certains à tort des critiques,
que l'environnement, la préservation de l'environnement devrait primer sur les droits humains énoncés dans le préambule. Non, c'est pas ça. En ce qui concerne préservation de l'environnement et droits humains, on parle plutôt d'une conciliation, d'une interdépendance entre les deux, et non pas d'une primauté ou d'une hiérarchie des normes. La hiérarchie, elle concerne vraiment l'environnement et la liberté d'entreprendre ou les intérêts économiques. Donc ça, c'était une première modification proposée qui a été rejetée. Et la deuxième, donc, c'est l'article 1er qui reprend en partie ce que nous on portait depuis plusieurs années. Car maintenant, ce qui est proposé, c'est d'insérer à l'article 1er, la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Et ça, c'est très bien, même s'il n'y a pas le principe de non-régression quand on regarde dedans, ni les lignes planétaires, c'est quand même bien d'avoir choisi le terme garantir et non pas favorise, parce que à l'époque, quand il y avait encore les débats sur la réforme constitutionnelle, le gouvernement avait dévoilé un nouveau projet de réforme constitutionnelle qui était un retour en arrière et dans lequel il proposait favorise à la place de garantir. Et il avait pour ça suivi un avis du Conseil d'État, que je vais vous lire, qui disait « L'affirmation d'un principe d'action imposerait une obligation d'agir à l'État, au niveau national ou international, comme aux pouvoirs publics territoriaux. Il serait susceptible d'avoir des conséquences très lourdes et en partie imprévisibles sur leurs responsabilités, notamment en cas d'inaction. » Mais nous, c'est précisément ce qu'on veut, et au regard de la crise écologique actuelle et du dépassement de certains seuils déjà des lignes planétaires, avec des pans entiers de la diversité qui vont disparaître là dans les prochaines années avec tout ce qui s'accélère, nier la nécessité d'une obligation d'agir de l'État nous paraît complètement scandaleux. Et c'est quand même dingue que dans un contexte de verdissement des constitutions d'un monde, même de constitutionnalisation des droits de la nature, comme en Équateur, ici en France, on en soit encore à se demander est-ce qu'il faut mettre plutôt favorise ou plutôt agir pour l'État. Ça ne devrait pas faire de discussion et l'État devrait se voir imposer une obligation d'agir pour tout ce qui est biodiversité, environnement et climat. Voilà, et ensuite, pareil, il y a eu des critiques quand cette proposition est sortie, notamment au regard de la Charte de l'environnement, parce que certaines personnes trouvaient qu'il y avait une redondance avec la Charte de l'environnement qui se trouve déjà dans le bloc de constitutionnalité depuis 2005. Nous, on considère que cette Charte de l'environnement, c'est un très bon instrument, mais qu'elle présente des lacunes pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de référence explicite au climat dans la Charte de l'environnement. La deuxième, c'est que toutes les dispositions de la Charte de l'environnement n'instituent pas toutes un droit ou une liberté qui serait invocable devant le Conseil constitutionnel dans le cas d'une question prioritaire de constitutionnalité. Ce qui fait qu'on ne peut pas s'en servir, c'est notamment le cas des 7 premiers alinéas de la Charte de l'environnement. Ensuite, il y a actuellement très peu de jurisprudence constitutionnelle qui aborde vraiment frontalement la lutte contre le changement climatique à l'heure actuelle. C'est encore très rare et du coup tout repose maintenant sur l'interprétation des juges. Il faut qu'on ait des juges qui soient ambitieux, qui fassent des interprétations poussées de la Charte de l'environnement si jamais il doit y avoir des contentieux constitutionnels là-dessus. Donc c'est pour ça qu'en inscrivant l'impératif de lutte climatique, de préservation de l'environnement et de la biodiversité dans l'article 1er de la Constitution, là il n'y aurait plus de doute, il n'y aurait plus d'interprétations divergentes possibles et ça ferait donc plus aucun doute qu'il faut agir dans ce sens. Voilà pour cette deuxième partie sur la modification de la Constitution. Très rapidement aussi sur le référendum, parce qu'il était question il est question de proposer ces 2 mesures par référendum, mais là également ça fait débat. Alors pour rappel, pour ce qui est de proposer l'écocide, ça se règle avec l'article 11 de la Constitution qui concerne le référendum législatif et qui prévoit qu'on peut adopter une loi. Pour le champ d'application, ça concerne la politique économique, sociale ou environnementale. Et donc là, plusieurs critiques ont dit la matière pénale ne figure pas là-dedans, donc on ne peut pas faire un référendum sur l'écocide qui concerne la matière pénale. Sauf que nous, on considère, aussi bien notre affaire à tous que Wild Legal qui portons cette proposition, c'est qu'ici il s'agit juste d'une interprétation restrictive de cet article 11 et que certes la matière pénale n'est pas mentionnée dedans, mais elle n'est pas interdite expressément non plus. Deuxièmement,
le crime d'écocide, certes, ça vise à insérer dans le code pénal le crime d'écocide, mais également par référence au renvoi dans le code de l'environnement en ce qui concerne les limites planétaires. Donc vous auriez une incrimination dans le code pénal qui renverrait au code de l'environnement pour ce qui est du dépassement des limites planétaires. Et donc là, code de l'environnement, ça concerne bien la matière environnementale et de manière générale, l'écocide, c'est pour régler des problèmes dans le champ de l'environnement. Donc là encore, on trouve que ça se discute. Et ensuite, pour le référendum sur la Constitution, ça c'est l'article 89 de la Constitution, donc pour le référendum constituant, ça nécessitera, quoi qu'il en soit, un vote similaire des parlementaires. Donc il faudra que l'Assemblée nationale et le Sénat parviennent à un texte identique qui soit ensuite soumis à référendum. Et là encore, c'est surtout un choix politique, une volonté politique. Si vraiment le président veut que ça passe, il n'aura plus qu'à convaincre la majorité parlementaire. Et de manière générale, un référendum portant sur ces questions primordiales et emblématiques, ce serait aussi l'occasion d'un large débat sur les liens entre contrat social et contrat naturel, afin d'avancer ensemble, de proposer un nouveau paradigme qui s'impose. Je vais juste rajouter un mot sur pourquoi est-ce que les citoyens ont décidé de mettre ces propositions-là au référendum. Leur intention derrière ça, c'était de faire confiance à l'ensemble des citoyens français sur quel cap on se fixe. Tu l'as dit dans ton intervention, finalement, c'est quelle priorité on met dans notre droit. Donc derrière, quand on dit le Conseil constitutionnel, ça veut dire que ça passe, toutes les lois de notre pays sont validées ou invalidées par le Conseil constitutionnel. Donc c'est quand même un pouvoir fort. Et donc l'intention qui est derrière, c'est de dire on fait confiance à l'ensemble des Français pour donner l'ordre des priorités dans le texte fondamental de notre pays, qu'est la Constitution. Et donc on leur demande de trancher sur préambule et article 1. Le préambule étant été écarté par le président de la République, ce sera uniquement sur l'article 1. Ça permet aussi, et c'est leur intention, de faire connaître plus largement le diagnostic scientifique, sans qu'il y ait de polémique sur une mesure précise. On a vu que sur le 110 km/h, tout de suite, ça polarise. Là, le but, c'est aussi de montrer et de faire connaître le diagnostic scientifique. Je vous le disais, à la fin de la première session, les 2/3 d'entre eux, plus les climato-sceptiques, n'étaient pas du tout au courant de finalement ce que disent des scientifiques du monde entier sur là où on en est sur la question du climat. La troisième chose que ça permet, c'est de faire connaître d'autres propositions que juste les propositions qu'on fait couler beaucoup d'encre et qui ont parfois un peu caricaturé la Convention. Et la quatrième chose que ça permet, c'est de renforcer le Conseil constitutionnel dans le rôle qu'il commence à prendre, comme tu le disais dans le dernier jugement qu'ils ont pris suite à une QPC, de pouvoir limiter parfois la liberté d'entreprendre pour des raisons environnementales. Donc on vient là, les citoyens souhaitent que les Français envoient un signal aux juges en disant en fait, oui, nous on est d'accord pour que les juges constitutionnels aillent dans ce sens-là et voire même aller plus loin que ce qu'ils ont déjà fait. Donc voilà, l'intention c'était vraiment de permettre aux citoyens français de fixer le cap et en même temps d'essayer de jouer le jeu des institutions avec les parlementaires qui ne nous voient pas comme des ennemis mais comme pas non plus comme des alliés, mais comme des acteurs qui travaillent avec eux, et ils espèrent que le fait que ce soit validé par une convention citoyenne mettra, entre guillemets, une pression citoyenne sur ce que font les parlementaires, comme ça a été le cas en Irlande, où on s'est inspiré pour ce dispositif. Évidemment, tout ça marche que s'il y a une pression citoyenne qui va au-delà de ces 150 citoyens qui vont au